Miyamoto Musashi, ce nom il évoque tout de suite quelque chose, hein, l'image du samouraï ultime. Mais où s'arrête l'homme et où commence la légende? C'est ce qu'on va explorer ensemble. 62. Ça peut paraître juste un chiffre comme ça, mais c'est le nombre de duels à mort que Miyamoto Musashi a livré. Et c'est aussi le nombre de fois où il a gagné. Jamais vaincu. Ces 62 victoires sans la moindre défaite lui ont valu un titre que très peu de guerriers ont porté, Kensei, autrement dit le saint du sabre, une reconnaissance absolue de son statut de plus grand escrimeur du Japon. Mais bon, pour vraiment piger comment il en est arrivé là, il faut creuser un peu. Allons voir qui était vraiment l'homme qui se cachait derrière cette réputation écrasante. Parce que, attention, le cantonner au rôle de simple combattant, ce serait une sacrée erreur. Musashi, c'était bien plus que ça. Un stratège hors pair, un artiste, un écrivain et même le créateur de son propre style de combat, le Niten Ichiryu. Alors comment on passe d'homme à légende? Eh bien tout commence très tôt, dans une jeunesse, disons, intense, une période brutale qui va le forger pour le reste de sa vie. Son parcours a démarré très jeune. Faut s'imaginer un peu le truc, à 13 ans à peine, il gagne son tout premier duel, à 16 ans, rebelote, il en gagne un deuxième, et là il plaque tout, il quitte son village pour se lancer dans ce qu'on appelle le Musha Shogyo, ce pèlerinage du guerrier pour parfaire son art. Sa légende, elle s'est aussi nourrie d'anecdotes assez extrêmes. Alors, que ce soit vrai ou pas, ça dépeint un personnage complètement obsédé par sa voix. On raconte qu'il aurait renoncé à tout, femme, confort, même à se laver. Tout ça par peur d'être surpris sans son arme. Une dévotion, mais alors totale. Et ça nous amène au point culminant de sa carrière, le duel le plus connu, le plus iconique, un affrontement qui est devenu une véritable histoire populaire au Japon. L'affiche était juste dingue. D'un côté, on a Sasaki Kojiro, un maître du sabre super respecté, avec son arme fétiche, un odachi, une lame très longue, et de l'autre, Musashi, le challenger, l'outsider, qui se pointe au combat avec une rame de bateau qu'il venait de tailler en sabre, carrément. Et le déroulement de duel, c'est une pure leçon de stratégie. Musashi ne s'est pas battu qu'avec son arme en bois. Il s'est battu avec sa tête. Le fait d'arriver en retard, c'était fait exprès pour déstabiliser Kojiro. Et son arme, taillée dans une rame, était en fait plus longue que le sabre de son adversaire, un avantage crucial. Le combat a été plié en un instant. La preuve que la ruse l'emporte sur la technique pure. Et voilà l'image qui est restée, celle du guerrier un peu sauvage, pas du tout conventionnel, avec ses deux sabres, une intensité folle dans le regard. C'est ce Musashi-là qui est entré dans l'imaginaire de tout le monde. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a, en quelque sorte, maîtrisé l'art de la guerre, Musashi va explorer une toute autre voie. Et là, on découvre une facette de lui qu'on n'attendait pas du tout. Le contraste est juste incroyable. D'un côté, la violence brute du combattant. De l'autre, le calme, la finesse d'un artiste. Et pourtant, c'est la même personne, la même main qui a tenu le sabre et le pinceau. Pour comprendre Musashi, il faut comprendre cette dualité. Mais pour lui, cette dualité, elle n'était qu'apparente. Il était persuadé que les principes de la stratégie sont les mêmes partout. En peinture, en calligraphie, au combat. Pour lui, c'était les mêmes règles. Le bon timing, l'équilibre, la concentration. Et ce n'était pas juste un hobby, hein. Musashi est devenu un vrai maître de la peinture à l'encre, le sumie, et de la calligraphie. Pour lui, c'était une autre forme d'entraînement. Chaque coup de pinceau, c'était un moyen d'aiguiser son esprit pour le préparer au combat. Quand on regarde ses peintures, on voit bien ça, chaque trait est essentiel, il n'y a rien de trop. On retrouve exactement la même philosophie que dans sa façon de se battre, une efficacité redoutable, un minimum de gestes. Son art, c'est vraiment le miroir de la précision mortelle de sa lame. Allez, on attaque maintenant le dernier chapitre de sa vie. Le moment où il va mettre par écrit tout son savoir pour être sûr que sa philosophie lui survive. Après une vie entière de combat, Musashi se retire du monde. Il choisit la solitude d'une grotte, la grotte de Reigando, pour méditer et surtout pour écrire, pour tenter de mettre sur papier l'essence de tout ce qu'il a appris. Et c'est là, dans cette grotte, qu'il va rédiger les 2 œuvres qui vont faire de lui une véritable icône. Et ce ne sont pas juste des manuels de combat, loin de là. Ce sont des traités sur la stratégie, sur la philosophie, sur la discipline de vie. Le livre des 5 anneaux, c'est son texte le plus connu. C'est un ouvrage qui est étudié bien au-delà des arts martiaux. Des chefs d'entreprise, des stratèges du monde entier le lisent encore aujourd'hui pour ses leçons sur l'art de vaincre, que ce soit sur un champ de bataille ou dans une salle de réunion. Le Dokkodo, ou la voix de la solitude, c'est un texte beaucoup plus intime. Et cette citation, elle résume parfaitement sa pensée. Avoir une forme de spiritualité, oui, mais sans jamais compter sur une aide extérieure. L'idée, c'est de développer sa propre force intérieure.
Et cet héritage, il est partout aujourd'hui. L'histoire de Musashi, elle a été racontée des milliers de fois, que ce soit dans le roman Fleuve d'Eiji Yoshikawa ou dans le manga culte Vagabond. Il est devenu l'archétype même du guerrier philosophe. Et même de nos jours, son héritage est bien là, bien concret. Des lieux comme le Budokan Miyamoto Musashi ont été construits pour lui rendre hommage et pour s'assurer que sa voix continue d'être étudiée, pour que ses leçons ne tombent jamais dans l'oubli. Ce qui nous amène à une dernière question, une question assez fondamentale. Quand la vie d'une personne devient une légende, quelle est l'histoire qui compte le plus? Celle de l'homme, avec ses défauts et ses failles, ou le mythe intemporel qu'il est devenu? Pas si simple de trancher.